Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce 4e webinaire de la Semaine nationale de la dénutrition. Nous l'avons lancé le 12 novembre dernier depuis le ministère de la Santé et des Solidarités, puisque vous le savez, cette Semaine de la dénutrition est organisée par le collectif de lutte contre la dénutrition avec le soutien du ministère de la Santé et des Solidarités dans le cadre du programme national Nutrition Santé. Après ce lancement le 12 novembre, nous avons pu échanger le vendredi sur un sujet ô combien d'actualité, dénutrition et Covid. Hier, lundi, nous avons mis l'accent sur la question de la dénutrition et des personnes âgées. Aujourd'hui, nous allons parler avec un focus particulier sur comment prévenir la dénutrition. Je vais y revenir dans un instant et nous nous retrouverons demain pour le dernier de ces webinaires sur dénutrition et cancer. Pour échanger aujourd'hui depuis les locaux de notre partenaire Idealco, que je remercie à nouveau de nous accueillir techniquement aussi chaleureusement. Pour échanger aujourd'hui, 3 invités. Michèle Delaunay, qui est ancienne ministre déléguée aux personnes âgées, cancérologue, et qui est surtout, disons-le entre nous, la marraine du collectif de lutte contre la dénutrition, puisqu'elle avait accepté cette fonction au début de l'année et qui sera une sorte de grand témoin qui va intervenir au début de ce webinaire. Puis le professeur Éric Fontaine, le président du collectif de lutte contre la dénutrition, qu'il a créé en 2016, professeur de nutrition au CHU de Grenoble. Et nous continuerons avec le docteur Joseph John Baranès, chirurgien dentiste, et nous allons les uns les autres aborder les différents points relatifs à l'ensemble de ces enjeux. Voilà, comme d'habitude, vous avez la possibilité de nous poser des questions sur Vimeo à travers le petit onglet questions-réponses qui doit être en haut à gauche ou en haut à droite. Et pour ceux qui nous regardent sur Zoom, avec le petit icône Q et R que vous avez en bas de votre écran. Voilà, sans plus tarder, Michèle, merci d'être avec nous. On sait qu'il y a plein de Zoom en ce moment, il y a plein d'événements. La semaine de la nutrition en est un. Donc, première question, premier enjeu, la dénutrition, les messages principaux que tu as envie de faire passer au regard de ton expérience d'hier et d'aujourd'hui. Alors, tout d'abord, je te remercie de m'avoir appelé comme grand témoin parce qu'en effet, c'est un sujet que j'ai croisé à plusieurs reprises et tu t'en doutes en tant qu'à la tête d'une unité de cancérologie cutanée et d'autre part au titre des personnes âgées. Donc, j'ai écouté hier ce qui a été dit sur la dénutrition des personnes âgées et je vais focaliser mon intervention sur les EHPAD. J'ai visité, et tu le sais, cher Jérôme, puisque nous avons souvent été ensemble, et de très nombreux EHPAD, et d'ailleurs je continue, pour bien m'imprégner des problèmes quotidiens que rencontrent ces équipes. Et évidemment, le repas, la nutrition, mais je préfère dire justement le repas, le déjeuner, tous ces repères de la journée sont un sujet tout à fait essentiel. Et j'ai écouté hier de 2 intervenantes des propositions, des constats qui sont complètement les miens. À savoir que dans un EHPAD, où en effet la majorité des personnes n'a pas un grand appétit, tout doit être mis sur le plaisir, la rencontre, j'oserais même dire le cérémonial du repas, pour qu'on y aille non pas seulement pour manger, mais pour déjeuner, pour être à table, pour voir une belle table, etc. Et chacun de ces éléments est extrêmement important et le rôle du personnel d'EHPAD est essentiel. Je vais commencer par un rôle, c'est celui du chef. Et le chef de cuisine, même s'il n'est pas dans un grand restaurant X étoiles, a un rôle tout à fait à la fois de maître d'œuvre, mais aussi de maître de cérémonie.
Et je conseillais à toutes les EHPAD que je visitais que le repas de midi, pour le moins, qui est le plus important, soit que le menu soit annoncé par le chef en toc une fois que toutes les personnes qui sont à la salle à manger sont rassemblées. Et ce petit geste qui ne prend pas beaucoup ni de temps ni de travail donne à la cérémonie, comme dans les grands restaurants, une valeur particulière. Les repas dans l'EHPAD sont, on vient de le dire, tout à fait essentiels. Le petit déjeuner, parce qu'il est reconstituant, parce qu'il fait du bien, et je crois que toutes les personnes âgées sont heureuses du petit déjeuner où il y a du liquide et des aliments agréables et faciles à manger. Ce n'est probablement pas le plus délicat. Et ensuite vient bien sûr le déjeuner, la collation, le goûter. Je préfère la collation et le dîner du soir. Et comme cela a été dit hier, les repas de la première partie de la journée sont très probablement les plus importants et ceux sur lesquels il faut mettre le plus d'emphase et d'accompagnement. Mais je serais heureuse d'en discuter, bien évidemment. Et le déjeuner est essentiel. Il doit être pris autant que possible. Et vraiment, c'est important. Il doit être pris à la salle à manger, même si là, cela demande un certain travail pour le personnel de descendre, d'accompagner, mais il doit être aussi présenté aux résidents comme non seulement on va manger, mais on va rencontrer, se montrer, être présent, participer. C'est tout à fait essentiel. Et vous voyez, c'est peut-être, je dirais, une tradition d'un autre temps, mais je crois qu'il est important que l'on incite la vieille dame ou le vieux monsieur, surtout la vieille dame, à se préparer, à se bien coiffer et à mettre une robe qui lui fait plaisir. Et ainsi, on donne un caractère festif à ce déjeuner. Et là, nous avons parlé bien évidemment de la composition du repas hier. Il est absolument essentiel. C'est-à-dire que les plats doivent être gustatifs, parfumés, et que, autant que possible, au moins sur une ou deux composantes du repas, comme les entrées, comme les desserts, il doit y avoir un choix. Et ce choix, c'est comme au restaurant une fois plus, quand on commande, eh bien, témoigne de la personnalité de la personne âgée et témoigne de sa liberté conservée. Et ça, c'est très important. On est comme au restaurant, et un restaurant qu'on aime bien et auquel on a plaisir. Il faut aussi, tout ça paraît désuet, donner d'agréables dénominations au plat pour que les personnes retrouvent des noms familiers. Dans une blanquette de veau, c'est pas pareil que du veau en sauce. Et je pourrais donner bien d'autres exemples. Mais tous ces détails ne sont pas des détails, justement. Et la présentation aussi doit être la plus agréable possible. Tout cela, tout le monde le sait, mais bien souvent, le manque de personnel, les difficultés font que c'est un peu oublié. On doit aussi donner le temps de manger parce que finalement, c'est le rendez-vous de la journée et il faut que les personnes puissent parler, échanger. Je suis toujours très favorable quand on peut inviter quelqu'un à la table du déjeuner et que ça peut être un parent d'un des résidents. Et il ne faut pas hésiter à lui confier un peu le rôle d'animateur, de celui qui prend des nouvelles, comme nous ferions tous si nous avions la chance de nous retrouver à midi,
comme nous ferions pour échanger et nous retrouver. Les desserts sont bien sûr extrêmement importants parce qu'ils sont souvent faciles à avaler, gustatifs et agréables. Il ne faut pas non plus euh, interdire, au contraire, à un membre d'une famille qui voudrait le faire, à amener un dessert et dire, par exemple, eh bien, pour l'anniversaire de ma maman, je vous ai, qui est à table, etc., etc. Il ne faut pas hésiter à faire de chaque repas une fête particulière. Et je suis aussi très favorable. Ce sont des détails à citer. Les personnes dont c'est aujourd'hui la fête ou l'anniversaire, le jour de la Saint-Françoise, eh bien, quelqu'un dit quelque chose. Le jour de la Sainte-Catherine, on rappelle les traditions, hein, tout prend racine à la Sainte-Catherine. Tous ces petits éléments d'animation sont des repères et sont quelque chose d'extrêmement positif. Les deux repas suivants, la collation est importante parce qu'elle aussi est souvent facile à consommer. Le dîner peut être, à mon sens, plus léger, mais autant que faire se peut aussi, bien sûr, présenté de la manière la plus positive. Alors, à toutes ces bonnes choses, gustatives, etc., je vais en ajouter une. J'espère qu'aucune personnalité administrative importante m'écoute. Il faut y ajouter la transgression. Et la transgression, cela veut dire, je vais vous donner, je ne peux donner que des exemples, puis c'est de la transgression. Quand on me disait cette personne est diabétique, elle ne peut pas avoir une deuxième portion de dessert, je disais, vous direz que c'est la ministre qui l'a dit. Alors j'étais très contente parce que ça me mettait en valeur et que ça faisait grand plaisir aux résidents qui disaient ah ben la ministre a dit que je pouvais et donc elle pouvait piquer un peu d'un truc, un autre. La transgression est très importante. J'en ai une autre. Alors là je vais être peut-être un peu fâchée. On a très peu parlé hier du vin. Alors je n'incite pas à un excès de boisson tous les résidents, mais je les incite à ce qu'on leur parle du petit verre de vin qu'on va leur donner et leur dire que c'est du vin de Bordeaux. Enfin, on adapte à la région éventuellement d'où ils sont. Il faut donner de la valeur à ce vin, d'abord parce qu'on n'en boit pas beaucoup et qu'il a un sens. Je vais vous faire un aveu, je dois être la seule ministre qui ait fait une dégustation de vin dans un EHPAD et j'avais apporté un peu de vin de Bordeaux. Nous étions à Dijon. La représentante du maire avait apporté un peu de vin de Bourgogne et nous avons fait une dégustation de vin dont je ne peux pas dire si elle fut compétente, mais je suis sûre qu'elle fit grand plaisir à tout le monde. Vous voyez, il y a des choses, il faut savoir inventer un truc et donner un sens nouveau à chaque repas pour faire oublier aux personnes âgées qui sont le plus souvent anorexiques au sens littéral de ce terme, que le repas, c'est beaucoup plus que ça. Je serais d'ailleurs aussi très favorable à ce que les animateurs, quelquefois, viennent commenter les plats, fassent un peu de cérémonie à cette occasion. Je vais vous donner encore un truc. Vous ne le dites à personne. Il n'y a rien. Alors là, c'est à la fois mon expérience de cancérologue, où je donnais beaucoup de compléments alimentaires, vous vous en doutez, et c'est aussi le cas dans les EHPAD. C'est plus vrai pour les messieurs patients ou résidents, que pour les dames. Mais ils ont tous horreur des compléments alimentaires parce que le goût est fanasson, enfin, etc. C'est rapidement écœurant. Et vous ne gâchez rien en ajoutant, en leur disant d'ajouter, si on mettait un doigt de whisky ou d'armagnac,
selon les régions. Le, le budget de la maison de retraite ne s'en trouvera pas largement grevé. Les familles vont pouvoir apporter ce toute petite flaque d'alcool. Et objectivement, bien sûr, moi j'essaie tout. Un peu d'Armagnac dans un Renutril, eh ben, c'est beaucoup moins dégueulasse que ça. Je le dis exprès pour vous faire rire, mais c'est un point extrêmement important. Alors, pourquoi ces transgressions? Ben, je crois qu'on peut se le dire. C'est à la fois vrai pour des cancéreux avancés qui sont hospitalisés pendant une durée plus grande et pour les malades résidents. Je prône la lutte contre le tabac et l'alcool de manière générale, mais je pense que dans les derniers mois ou années de sa vie, il n'est pas désagréable d'en user à titre psychologique. Et vraiment, je vous donne ces petites consignes, vous verrez ce n'est pas des consignes, mais le plaisir que peut avoir un vieil homme de, de pouvoir boire un petit alcool, la goutte. Et vous savez tous comme moi qu'il y a beaucoup de centenaires qui, quand on leur demande à comment vous êtes arrivé à 120 ans, ah ben je buvais une coupe de champagne toutes les semaines, ah je buvais un petit Armagnac, etc. C'est un droit qu'ils aiment avancer et qui permet de dire aussi, vous voyez, je n'ai pas renoncé au plaisir de la vie et c'est très, très positif dans tous les deux champs que nous avons évoqués. Je vais en évoquer un très brièvement, mais qui malheureusement s'étend. C'est le problème de l'anorexie mentale. L'anorexie mentale, vous savez, est une anorexie d'origine psychique que l'on considère maintenant, du moins chez les jeunes, comme une addiction, une addiction comportementale. Ne pas manger devient un peu l'équivalent de fumer ou de faire autre chose, et c'est un comportement que l'on considère comme addictif. Je pense que c'est les personnes âgées où elle a mal été étudiée, l'anorexie mentale est très présente. Cette anorexie mentale, alors là, un sens tout à fait différent. Elle a un sens, je ne veux pas qu'on me brusque pour continuer à vivre. Je continuerai à vivre si je l'ai décidé. Et donc, cette composante reste toujours très, très forte. Et quand un patient, une patiente, un résident demeure très, très en retrait de la nourriture, il peut y avoir une composante dépressive importante et c'est au médecin qu'il faut s'adresser, mais il faut savoir reconnaître ce type d'anorexie qui, vous le savez, chez les jeunes peut être mortelle, chez les vieux aussi, la preuve, mais qui fait des dégâts tout à fait considérables. Cher Jérôme, je ne sais pas s'il y a la possibilité de répondre d'avoir un échange, ne serait-ce qu'avec toi, parce que c'est ce que je dis est à la fois si banal et si important que j'aimerais qu'on aille plus loin, parce que j'ai l'impression de dire que des choses à part les transgressions peut-être, des choses que tout le monde connaît. Mais non, mais je pense que, et merci Michel de les avoir dit avec autant de persuasion et de conviction, c'est le propre même de cette semaine de la dénutrition, c'est parfois y compris de rappeler des évidences qu'on a perdues de vue pour la raison qu'on ne regarde pas assez suffisamment ces enjeux de dénutrition. Et donc vraiment merci d'avoir y compris évoqué et complètement en phase avec le thème de cette séance sur la prévention de la dénutrition. On va reparler de plusieurs enjeux, des activités physiques, des enjeux bucco-dentaires, mais on avait prévu, et ça va être fait tout à l'heure, de parler y compris de ce plaisir de l'alimentation, de la qualité nutritionnelle, mais aussi de la qualité gustative. Et je pense que c'est extrêmement important dans un pays de culture et de gastronomique et attaché à la bonne chair. C'est important de garder ces éléments.
Merci beaucoup, Michel. Je sais que Merci à vous. tu es appelé. Tu peux nous retrouver si tu en as la possibilité. Tu jongles, je crois, entre Limoges et Paris depuis Bordeaux, puisque tu es au conseil d'administration du Gérontopole. Mais vraiment, merci infiniment. Et on Et va merci pouvoir. à toi de porter Merci ce beaucoup. bel enjeu. Merci Oui, beaucoup. Merci, Michel. Éric Fontaine, oui, on vient du sud-ouest, là, un peu un passage de ballon de rugby du sud-ouest vers Grenoble oui. pour revenir sur ces enjeux. D'abord, remarteler ce qu'est la dénutrition, puis évoquer certains des enjeux de prévention de la dénutrition. Certains viennent d'être évoqués par Michel Delaunay. Cher président du collectif de lutte contre la dénutrition, c'est à vous. Merci beaucoup. Vous voyez mon écran, là, j'ai fait le partage. Oui, Tout c'est va bien? parfait. Bon, très Ouais. bien. Alors, oui, je voudrais remercier Madame la Ministre et je partage tellement son point de vue et notamment, je dois reconnaître que, étant moi-même transgressif, j'ai de temps en temps réussi à faire remanger des personnes âgées grâce au petit verre de vin. Le problème, c'est que c'est tellement difficile, en tout cas dans un hôpital, d'en obtenir. Donc là aussi, je pense qu'il faudrait qu'on revienne à des choses raisonnables. Le mouvement hygiéniste d'interdiction de tout alcool, objectivement, quand on est à 1000 repas du décès, je crois que c'est plus le problème. Donc je suis complètement d'accord pour faire ça. Je n'avais pas pensé au whisky dans le Renutril, ça je dois dire que... Essayez. Voilà. Mais c'est une très bonne idée. Alors, je vais vous parler de dénutrition pour vous dire ce que c'est, qu'on se mette en fait assez d'accord. En fait, le but du jeu de ça, c'est un petit peu scolaire, je m'excuse, mais c'est finalement, comme on dit, la meilleure des préventions, déjà, c'est d'affronter la vérité, d'appeler le mal par le nom qu'il a, et donc de vous expliquer ce que c'est et ce que c'est pas, pour que peut-être on se comprenne un petit peu mieux. Alors, ça y est, ça passe pas, mais ça va passer comme ça. Voilà. Alors, vous connaissez l'adage de Molière, il faut manger pour vivre. Alors, le reste, moi, je suis aussi d'accord qu'il faut aussi vivre pour manger. Mais en fait, la question, c'est pourquoi? En fait, on a besoin de manger pour vivre. Eh bien, en fait, on a besoin de manger pour deux choses, fondamentalement. La première, c'est pour se construire. Et à partir du moment où on est finalement ce qu'on devient, la personne que l'on devient, les cellules que l'on fabrique, elles proviennent de notre alimentation et de rien d'autre. Donc, on a besoin de manger les briques qui vont nous construire. Alors ça, c'est quand on est jeune. Et puis quand on est moins jeune, on a besoin des briques pour se réparer parce que constamment, on a besoin de refaire un peu la maison. Et puis on construit la maison, mais en même temps, la maison, il faut lui donner l'eau, l'électricité, l'énergie pour que la maison vive. Et ça, c'est le côté calorique de la nutrition. Donc la nutrition, ça amène deux choses. Alors, qu'est-ce qu'on mange habituellement? Vous savez que dans les nutriments, on différencie les glucides, les lipides et les protéines. Et que globalement, l'idéal, alors ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est quand même assez proche de la réalité, dans l'idéal, on devrait manger 50% de glucides en termes caloriques, 35 de lipides et 15 de protéines. Et ça, c'est finalement ce qui rentre et entre parties ce qu'on brûle. Mais vous savez qu'on mange de temps en temps, puis il y a des moments où on ne mange pas. Quand on ne mange pas, il faut quand même continuer à alimenter la maison, et donc on a des réserves. Et les réserves, en fait, d'un corps, elles sont très peu constituées de glucides. Il y en a presque 1%, donc autant dire rien. Et puis le gros des réserves, c'est les lipides, c'est la graisse qu'on a, même quand on est maigre. Et puis quand on est moins maigre, c'est encore plus que ce chiffre que je vous donne là. Et puis, on a aussi une autre réserve qu'on n'imagine pas et qui pourtant est la plus fondamentale de toutes, c'est la réserve de protéines, pour faire simple, la réserve dans nos muscles. Et ça, c'est vraiment important de comprendre qu'on a quand même beaucoup moins de réserves dans les muscles que dans la graisse, pour la raison suivante. En fait, quand on utilise ces réserves, qu'on se met à jeûner ou à moins manger, on va utiliser les réserves selon un rythme bien connu, normalement. On va d'abord consommer le petit peu de glucides qu'on a, et puis ensuite, on va commencer à consommer les réserves de lipides, donc de graisse. Mais il y a un moment, les graisses, il faut savoir que le cerveau n'est pas capable de consommer les graisses. Et il faut qu'on refabrique du glucose, des glucides, et on va le faire en cassant nos muscles, en cassant les protéines. Et pour que ça puisse durer longtemps et qu'on préserve nos muscles, le corps va fabriquer un produit qui porte un nom bizarre qu'on appelle les corps cétoniques et qui vont pouvoir alimenter en partie le cerveau et d'autres organes. Et quand on fait ça, on peut jeûner très longtemps.
Le problème, c'est que dans la vie actuelle, quand on est malade et qu'on se met à jeûner, eh bien, là, je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais il faut me croire, on n'est pas capable de passer dans la phase de fabrication des corps cétoniques et on continue à casser nos muscles, à casser nos muscles et à casser nos muscles. Et ça devient extrêmement grave pour la raison que je vous dirai tout à l'heure. Parce que ce qu'il faut comprendre, alors ici c'est une radio, hein, c'est une IRM d'une cuisse de personne. Vous voyez ici, ça c'est l'os, hein, là c'est le muscle, là c'est la graisse. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que normalement on stocke dans nos graisses de l'énergie, mais que dans nos muscles, on va stocker un petit peu d'énergie, mais surtout que les molécules qui composent nos muscles vont être extrêmement importantes pour nos défenses, et à la fois des défenses immunitaires. Donc ça, c'est le problème des infections. Et puis aussi le fait que quand on perd du muscle, eh ben, on finit par marcher moins bien, éventuellement, et notamment quand on est une personne âgée, chuter. Et c'est aussi le début de la dépendance. Donc la masse musculaire est quelque chose d'extrêmement important. C'est le pronostic et chez les malades et chez les personnes âgées. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, que ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas l'enveloppe corporelle, ce n'est pas l'idée, est-ce qu'il est gros, est-ce qu'il est maigre, c'est est-ce qu'il a du muscle ou est-ce qu'il n'en a pas. Et le problème, c'est qu'avec l'âge, du muscle, on en perd. Ici, vous voyez ces deux personnes qui sont comparées, elles ont le même poids, le même sexe et la même taille, mais vous voyez qu'avec l'âge, progressivement, eh bien, on perd du muscle et on gagne de la graisse. C'est physiologique, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et donc, il faut savoir que les personnes âgées, elles partent déjà avec une réserve musculaire qui est moindre que quand elles étaient jeunes. Donc là aussi, on part avec moins de réserve et c'est important quand on va les consommer. Alors ça, c'est vrai, et c'est vrai même chez l'obèse, et c'est toute la subtilité ou la complexité des choses. Ici, je vous ai mis deux scanners, et on vous a, entre guillemets, coloré en rouge les muscles qu'on a. Ici, c'est les muscles du dos, hein, et là, c'est les muscles qu'on a autour du ventre. Et vous voyez que ces deux personnes, elles ont le même poids aussi, elles ont pas mal de graisse, hein, c'est ça la graisse qu'on a sous la peau, hein, et lui aussi, il en a pas mal, mais cette personne-là a aussi beaucoup de muscles dans son poids, et donc c'est une personne qui est peut-être en surpoids, mais qui a beaucoup de muscles, alors qu'ici, c'est une personne qui est en surpoids, mais qui n'a pas de muscles. Dans notre jargon, on appelle ça l'obésité sarcopénique. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et c'est un message qui est compliqué à faire passer, c'est qu'on peut être à la fois obèse, à la fois en surpoids, tout en étant dénutri au niveau musculaire. Et donc, c'est une dénutrition malgré une obésité. Je sais bien que c'est un paradoxe, mais il faut absolument le comprendre. Et quand on vous montre des images comme ça, je crois qu'il n'y a pas besoin d'être docteur en médecine pour bien comparer qu'il y a un qui a beaucoup de muscles et l'autre qui n'en a pas. Et que, vu de l'extérieur, ils sont tous les deux bien enrobés. Et que c'est là la difficulté du diagnostic. Deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on maigrit, pour la même quantité de calories, on va maigrir lentement ou vite, parce que dans la graisse, il y a 9 kilocalories par gramme, alors que dans un muscle, il y a 1 calorie par gramme, à peu près 1 calorie. C'est-à-dire que pour tant de calories dépensées, on va dire, je ne sais pas moi, 10 calories, ben, on va avoir besoin de consommer en poids 10 fois plus de muscles enfin 9 fois plus de muscles que de lipides. Et donc, la vitesse à laquelle on maigrit, elle est rapide quand on perd du muscle et elle est lente quand on perd de la graisse. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose de fondamental à comprendre, c'est que pour comprendre ce qu'on est en train de perdre ou de taper dans nos réserves, la vitesse d'amaigrissement est quelque chose de fondamental. Et si on n'a pas cette vitesse d'amaigrissement, on est très embêté pour faire le diagnostic. Alors, est-ce qu'il est possible, par exemple, de perdre 1 kilo par jour? Je vous dis oui, c'est possible, il y a des malades qui le font sans problème. Est-ce qu'on peut perdre 1 kilo de graisse par jour? Il faudrait consommer 9000 kilocalories. Et pour tout vous dire, un malade, au fond du lit, il consomme entre 1500 et 2000 kilocalories par jour. Donc, vous voyez que ce n'est pas possible. 9000 calories, on ne peut pas les brûler. Il faut faire 9000 calories, c'est par jour ce que consomme un type qui fait le Tour de France les journées où ils font des cols de 3e catégorie. Ou de première, je sais plus, enfin, les hors catégories, quoi, ceux qu'il y a chez nous dans nos montagnes. Donc vous voyez que un malade ne fait pas du tout ça. Par contre, 1 kilo de muscle, c'est 1000 calories, et donc finalement, c'est très en dessous de la dépense, et donc c'est tout à fait faisable. Et perdre 1 kilo par jour, c'est malheureusement tout à fait faisable. L'exemple du Covid nous le montre tous les jours, mais ça veut dire qu'on perd très majoritairement du muscle. Et plus on perd du poids vite, plus ce qu'on perd, c'est du muscle, et c'est un vrai problème, y compris dans les pseudo-régimes qui après font grossir les gens.
Alors, est-ce que c'est grave de perdre du muscle? Ben, la réponse, elle est oui. Alors, je vous ai mis ici quelque chose qui essaye d'imager mon propos. C'est un petit peu compliqué. Si vous êtes tombé un jour en panne d'essence avec une voiture, vous savez que c'est qu'il n'y a plus d'essence dans le réservoir. Or, le corps humain, il va s'arrêter de fonctionner quand on a perdu non pas tous ses muscles, mais la moitié de ses muscles. Globalement, approximativement, quand une personne a perdu la moitié de ses protéines, les défenses immunitaires vont être tellement effondrées que la personne va en règle générale faire une infection et souvent l'infection, elle est mortelle. Donc il faut là aussi comprendre que les gens meurent de dénutrition de temps en temps alors qu'il leur reste encore des réserves, un petit peu de muscle et parfois, quand ils sont obèses précédemment, beaucoup de graisse et que ça nous échappe, on dit oh ben il a des hein. Qui n'a pas entendu dans les soignants une personne obèse qu'on laisse à jeun en disant oula c'est pas grave il a des réserves. Non, il n'a pas de réserve de muscles et c'est celle-là qui va consommer. Donc il ne faut pas se laisser aveugler par l'enveloppe corporelle des gens. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment on fait le diagnostic de dénutrition? Alors, il y a une recommandation qui est très récente, qui date de 2019, qui a été faite par la Haute Autorité de Santé avec la Fédération française de nutrition. Je vais vous expliquer quels sont les critères diagnostiques. Et en fait, il y a plusieurs types de dénutrition, donc il y a des critères différents, mais il suffit d'un pour qu'on dise cette personne est dénutrie. Alors, au moins un des critères, c'est la perte de poids. La perte de poids, il faut qu'elle soit relativement rapide, c'est 5% en un mois. Alors 5% en un mois, chez quelqu'un qui faisait 80 kilos, ben 5%, c'est pas énorme, c'est 4 kilos. Et donc, il faisait 80 kilos, il en fait 76. Franchement, on se dit, c'est pas grave. Et bien, si, c'est un signe de dénutrition. Donc 5% en un mois, ou 10% en 6 mois, ou 10% par rapport au poids que les gens faisaient avant une maladie. Par exemple, quelqu'un qui a un cancer, ça fait 1 an qu'il a le cancer, son poids s'est stabilisé, mais au début, il a perdu 10%, et bien, il reste dénutri. Donc ça, c'est le premier qu'on appelle la perte de poids. Et puis, si les gens ils sont maigres et qu'on n'a pas réussi à quantifier cette perte de poids, eh bien, c'est l'index de masse corporelle qui est la taille, qui est le poids en kilos divisé par la taille en mètres. Et on divise 2 fois pour que ce soit la taille au carré. Et c'est 18,5, le seuil en dessous duquel on dit qu'on est dénutri. Et vous avez vu tout à l'heure que comme quand on avance en âge, on perd du muscle, on considère que pour la personne après 70 ans, le seuil, il est de 21. Et puis, comme on parle toujours des muscles, eh bien, il y a la réduction de la masse musculaire. Quand on fait un scanner, ça peut se voir, mais il y a des choses très simples à faire qui ne coûtent rien, comme par exemple faire marcher les gens et mesurer la vitesse à laquelle ils marchent. On considère que les gens doivent marcher 10 mètres en moins de 8 secondes. Donc, il suffit de mesurer la personne qui peut marcher. Évidemment, quelqu'un qui aurait un plâtre, qui serait en fauteuil roulant, évidemment, on ne peut pas le faire, mais quelqu'un qui peut marcher normalement, qui n'a pas de raison de marcher lentement, et qui marche lentement, est quelqu'un probablement de dénutri. Alors, combien il y a de dénutris en France? Ça, c'est les chiffres officiels retenus et repris par le PNNS, mais qu'on avait proposé, nous, après un calcul assez simple. Eh bien, il y a plus de 2 millions de Français dénutris, dont 400 000 personnes âgées qui sont à domicile, 270 000 qui sont en EHPAD. Vous voyez que ça concerne tout le monde, bien sûr les personnes âgées, on vient de le voir, mais bon, les enfants, quand ils sont hospitalisés, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'ils ont une grosse maladie et que 10% de ces enfants sont dénutris. À l'hôpital, quand on prend tout venant, quand on prend toutes les pathologies confondues, c'est 30%, un malade sur 3 qui est dénutri. Et les patients qui ont un cancer, par exemple, c'est 70%. Et là, dernièrement, on avait fait une étude sur les gens qui ont subi le Covid, qui ont été hospitalisés, qui sont rentrés chez eux vivants. Eh bien, 70% des gens qui avaient été hospitalisés pour Covid présentaient une dénutrition. Vous voyez que c'est vraiment une maladie extrêmement fréquente. C'est probablement une des maladies les plus fréquentes qu'on voit à l'hôpital. Est-ce que c'est grave, docteur? La réponse, c'est oui. Alors, je vous mets ici, c'est un peu de science, mais vous allez comprendre, ce n'est pas si compliqué. On a de temps en temps, quand on regarde l'évolution des gens, on regarde les vivants. Ici, on a pris une cohorte, on prend 100% de personnes, hein, et puis on les regarde en fonction des jours. Ici, c'est des gens qui ont un cancer grave avec des métastases. Et puis, cette courbe-là noire, c'est des gens qui mangent bien, qui sont bien nourris. Et chaque fois que ça baisse, ça veut dire qu'il y a des gens qui disparaissent de la cohorte, ils disparaissent parce qu'ils sont décédés. Donc plus ça baisse, plus les gens meurent vite. Et là, ici, vous voyez que les mêmes patients, enfin, le même type de patients, hein, qui ont aussi un cancer grave, mais qui ne mangent pas, qui sont dénutris, eh bien vous voyez qu'ils meurent beaucoup plus vite. Donc oui, la dénutrition, c'est grave. Souvent, en fait, ça aggrave la maladie préexistante. Et beaucoup de gens qui ont un cancer, en fait, in fine, meurent de dénutrition. Alors, ils ont le cancer, on dit il est mort du cancer, mais assez souvent, c'est en fait la dénutrition qui les a emmenés.
Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un traitement efficace. Maintenant que vous savez lire ce type de courbe, que dans le jargon, on appelle ça Kaplan-Meier. Ici, c'est des gens qui ont une maladie chronique pulmonaire. Ils ont ce qu'on appelle une bronchite chronique, mais une grave. Ils sont sous oxygène et ils sont dénutris. Et on va leur faire un traitement qui est une meilleure nutrition, qui est de l'activité physique, qui est la baisse des médicaments inutiles. Et vous voyez que quand ils ne sont pas traités, ben, voilà la courbe, donc vous voyez qu'ils meurent assez vite. C'est des mois ici, hein, donc vous voyez qu'en 12 mois, il y en a quand même beaucoup qui sont morts. Et quand ils ont un traitement efficace de la dénutrition, eh bien, ils meurent beaucoup moins. Donc vous voyez que le traitement est efficace. Évidemment, il y en a qui vont mourir. Je vous rappelle qu'à la fin de la vie, tout le monde meurt, même les docteurs et même les bien nourris. Alors, quand elle ne tue pas la dénutrition, elle a d'autres complications qui sont très connues. Voici une étude où on montre, vous savez ce que c'est que les infections nosocomiales, c'est les complications infectieuses qu'on a quand on est hospitalisé. Vous voyez que dans cette étude, il y a 4% des gens, quand ils ne sont pas dénutris, qui font une infection nosocomiale. Ça double quand ils sont dénutris modérés et ça multiplie par 3,5 quand ils ont une dénutrition sévère. Donc, quand on vous dit que la dénutrition, elle fait le lit des infections, vous voyez que c'est vrai et c'est vraiment toute chose comparable par ailleurs, hein. Donc, c'est vraiment, c'est pas un hasard, hein, c'est vraiment comme ça. Et puis, la conséquence de ça, c'est que ça augmente la durée de séjour. Ici, c'est une étude qu'on avait faite à Grenoble sur 63 000 hospitalisations. Vous voyez, la durée de séjour moyenne, quand ils ne sont pas dénutris, dans cet exemple, c'était presque 14 jours. Quand ils sont dénutris modérés ou quand ils sont dénutris sévères, ça monte à 17 jours et 21 jours quand ils sont dénutris sévères. Donc, vous voyez, la dénutrition, c'est plus long à guérir, à traiter les malades, ça coûte évidemment plus cher. Et donc, tout ça a de vraies conséquences. Le constat, c'est donc que la dénutrition, c'est une maladie qui est fréquente, qui est grave, mais qui est curable. Et donc, il faut faire quoi? Il faut la prévenir, on va en parler, il faut la dépister précocement et il faut la traiter, puisque c'est faisable. On ne peut pas rester les bras ballants devant ce constat. Alors la prévention, c'est quoi? Eh bien, la prévention, c'est d'abord nommer les choses pour ce qu'elles sont. La dénutrition, ce n'est pas un symptôme qui disparaît avec la maladie, il faut voir les choses en face, il ne faut pas se cacher, c'est une maladie. Donc, on n'est pas dans le déni, on accepte l'idée qui est violente, qu'il y a 2 millions de dénutris en France et que c'est un problème de santé publique. Je comprends que ça soit choquant pour certains, mais c'est la réalité, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. La deuxième des choses qu'il faut arrêter ou rediscuter pour le moins, c'est les régimes, et notamment pour les personnes âgées. Je crois qu'il y a beaucoup de régimes dont la preuve de l'utilité n'est pas faite, et par contre, la preuve de la toxicité est très grande, puisque c'est pourvoyeur de dénutrition. Donc la première des choses, c'est qu'on arrête de faire des bêtises, on regarde la vérité en face, et on essaye de ne pas faire de régime, et évidemment, avec ce qu'on a entendu avant, de manger mieux, de faire que le repas soit un plaisir, c'est la première des préventions. La deuxième, je vais aller très très vite parce que Joseph Dione va nous en parler, c'est évidemment que si vous voulez manger, il vous faut quand même des dents raisonnables, une mastication, une déglutition qui fonctionne, et ça, il en parlera bien mieux que moi puisqu'il est chirurgien dentiste. Et puis, la chose que de temps en temps on oublie aussi, qui est contre-intuitive, c'est que pour garder des muscles, bien sûr qu'il faut manger et qu'il faut se faire plaisir à manger, mais il faut les faire bouger, ces muscles, et que quand on est malade, quand on est âgé, on peut encore faire de l'activité physique. Évidemment, ce n'est pas la même que quand on avait 20 ans. Il ne s'agit pas de battre des records, mais il s'agit de faire bouger ses muscles. Un muscle qui ne bouge pas est un muscle qui s'atrophie, même si les gens mangent correctement. Donc, il est fondamental de continuer à faire une activité physique adaptée à la situation. Et dans les préventions, il faut aussi lutter contre des espèces de pseudo-certitudes qui font un mal fou. Que la dénutrition, par exemple, ça toucherait que les personnes âgées, bien sûr que non, même si elles sont très touchées. Qu'on peut être dénutri et faire de l'activité physique, ça ne va pas augmenter notre amaigrissement, au contraire, ça va le ralentir. Que les gros ne peuvent pas être dénutris, alors que ça, c'est totalement faux. Vous voyez, qu'il faut manger plus de protéines quand on est une personne âgée. Combien de personnes âgées vous ont dit que finalement, ils n'avaient plus besoin de manger des protéines, que c'était quand ils faisaient de l'activité physique, que c'était... En fait, on a toutes les preuves que c'est faux. Les personnes âgées ont des besoins en protéines supérieurs aux adultes. C'est curieux, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il faut me croire, c'est parfaitement démontré. Donc, vous voyez, il faut lutter contre toutes ces idées. Le chirurgien, un peu ancienne méthode, qui vous disait « je vous opère, mais il faut maigrir », qui est complètement hérétique hein, comme proposition, mais qu'on entend encore de temps en temps. Donc, luttons aussi contre toutes ces idées reçues. Et puis ensuite, il faut le dépister et
Le dépistage, c'est quand même super simple. Ça coûte pas cher. Il faut peser les gens, il faut se peser, il faut alerter devant toute perte de poids. C'est vraiment quelque chose de fondamental si on veut aborder cette maladie qui est fréquente et qui est facile à diagnostiquer, mais que souvent on ne veut pas voir. Et puis, avant l'amaigrissement, très souvent, il y a ce dont on a parlé tout à l'heure, la diminution des ingestats, enfin de l'appétit, des apports alimentaires, que cette diminution, elle soit comme sur cette photo, quelqu'un qui est un peu en opposition, et on a entendu quelque chose de très humaniste qui a été dit avant, sur le fait que les gens, ils veulent décider parfois de leur avenir, et que c'est aussi une manière comme une autre de nous faire comprendre certaines choses. Mais en tout cas, il faut surveiller ça, cette diminution de l'appétit, qu'elle soit quelles que soient les causes, nous dit quelque chose. Et les gens qui entourent ces personnes-là, qui entourent les malades, doivent veiller à bien regarder ce que les gens mangent ou ce qu'ils ne mangent pas. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes dans le dépistage. Et puis le traitement, je vais aller très vite, hein, on en a parlé et je n'ai pas le temps d'aller plus loin, c'est l'activité physique, c'est l'enrichissement des repas, c'est les collations, les compléments nutritionnels oraux, le petit verre d'alcool, on est complètement d'accord si les gens ont envie, évidemment il ne s'agit pas de les forcer, et puis quand on n'arrive pas à ça, on est obligé de basculer sur la nutrition artificielle, et je vous promets que c'est beaucoup moins agréable que d'essayer de manger. Voilà, je vous remercie. J'espère avoir pas trop débordé, et même si j'ai parlé vite. Merci, et puis peut-être qu'il y aura des questions. Merci beaucoup, Eric, parce que c'était vraiment à spectre large sur les enjeux de compréhension de la dénutrition avec l'ensemble des mécanismes. On retient, puisqu'on parle aujourd'hui plus particulièrement de prévention, on l'a fait tout à l'heure avec Michel Delaunay, ces éléments qui apparaissent essentiels, l'activité physique, la question du plaisir de l'alimentation, et ça pose des questions de qualité gustative, mais aussi d'organisation des repas à l'hôpital ou dans les EHPAD ou bien évidemment à domicile. On va parler dans un instant de la question de la santé bucco-dentaire, bien évidemment. On a parlé hier beaucoup avec notamment Agathe Reynaud-Simon de la question de l'isolement, parce que si je suis isolé, je vais être plus sédentaire, faire moins d'activité physique, avoir moins de plaisir à partager des repas. Et vous voyez bien, quand on mentionne ces différents éléments, activité physique, plaisir de l'alimentation, bucco-dentaire, lutte contre l'isolement, ça confirme la raison même d'être du collectif de lutte contre la dénutrition, c'est-à-dire que c'est un sujet qui, bien sûr, concerne les soignants, bien sûr, concerne les professionnels du soin et de l'accompagnement des plus fragiles, mais c'est un sujet qui est aussi très sociétal. C'est les acteurs de la restauration, c'est les professionnels du sport et notamment des activités physiques adaptées. Ce sont les collectivités locales qui sont en première ligne sur plusieurs de ces sujets pour mettre en place des activités physiques avec les clubs sportifs ou pour lutter contre l'isolement. Voilà, c'est vraiment dire que voir la dénutrition pour que l'ensemble de la société y apporte des réponses, c'est absolument crucial. Et on voit bien qu'il n'y a pas une seule catégorie de profession. On parle des médecins, on parle des nutritionnistes, on parle des diététiciens, on va parler dans un instant des chirurgiens dentistes, mais on pourrait y ajouter les ergothérapeutes, les kinésithérapeutes, tous les professionnels du soin et de l'accompagnement à domicile, les aides-soignantes. Ça concerne évidemment les collectivités locales, les mairies, les conseils départementaux, parce qu'ils sont en charge de ces politiques, notamment de prévention de la perte d'autonomie, les organismes mutualistes, les organismes de protection sociale. Voilà, et c'est vraiment la raison même d'être de cette semaine et du collectif, c'est que chacun, si j'ose dire, voit qu'il a des leviers pour peser sur la prévention et la lutte contre la dénutrition. Alors, il en est un essentiel. On termine par lui, mais tout commence, si j'ose dire, par la bouche. Quand on parle d'alimentation et de nutrition. Et donc, je passe la parole avec plaisir à Joseph John Baranès, donc, qui est chirurgien dentiste, hein, qui est une des chevilles ouvrières également du collectif de lutte contre la dénutrition, pour nous parler de ces enjeux. Joseph John, c'est à toi. Merci beaucoup, Jérôme. Merci, Eric. Merci, Madame la Ministre, d'avoir évoqué le plaisir de manger. Et je ne peux pas évoquer le plaisir de manger sans imaginer qu'une mauvaise hygiène orale associée à un mauvais état bucco-dentaire puisse avoir des répercussions sur tous les étages de la santé générale, en particulier physique, psychique, mentale ou sociale. Et je vais essayer de vous démontrer, si j'y arrive en partageant mon écran. Alors, voici
que l'amélioration de l'hygiène orale et de la santé bucco-dentaire est vraiment un prérequis pour la prévention de la dénutrition. Comment imaginer que la santé bucco-dentaire n'ait pas un rôle clé, notamment en matière de vie sociale, d'estime de soi ou de sourire? Joseph, on n'a pas ton écran partagé pour l'instant, hein, je te le dis. Ah. Je vais le repartager. Ah. Que se passe-t-il? Partage d'écran. Je partage. On clique dessus. Voilà, super. Parfait. Est-ce que je suis bon? Par Voilà, contre, c'est bon. Vous l'avez? Voilà, on l'a. Vas-y, Tu peux te mettre en mode… voilà. Parfait. Ouais. Parfait. Donc, en fait, j'étais en train de préciser que la santé bucco-dentaire a un rôle clé dans le domaine de la vie sociale, dans l'estime de soi, dans le sourire, bien sûr. Et comment ne pas imaginer que alimentation, mastication, déglutition, digestion et état nutritionnel passent par un équilibre buccal. Est-ce que lorsqu'on aurait des douleurs, des gènes, des syndromes inflammatoires dans la cavité buccale presque inexpliqués, ne serait pas en lien avec une infection locale ou à distance et n'aurait pas des répercussions sur le plaisir de manger et donc sur la dénutrition? Est-ce que ça n'interviendrait pas sur la guérison, sur l'espérance de vie et même sur la mortalité au travers de comorbidités, de risques généraux? En deux mots, est-ce que la santé bucco-dentaire n'interviendrait pas sur la qualité de vie? L'importance de la santé orale a été établie depuis le rapport de l'OMS de 2003 qui préconisait déjà de porter une attention toute particulière à l'amélioration de la santé bucco-dentaire des personnes âgées. Mais aussi toute la littérature médicale et scientifique aborde pour le sujet âgé de l'augmentation des pathologies bucco-dentaires avec l'âge, mais aussi d'avoir un impact de ces pathologies bucco-dentaires sur l'état de santé générale du patient. Un petit spot sur l'impact de ces pathologies bucco-dentaires, et là on a des flèches dans un seul sens, mais on pourrait les imaginer dans tous les sens. Les pathologies bucco-dentaires ont bien sûr des rapports et des conséquences sur les pathologies systémiques qui sont déjà établies, cardiovasculaires, diabète, rénal, hépatique, sur les pathologies infectieuses, bien sûr, pneumopathie, septicémie, jusqu'à abcès cérébraux. Bien sûr, dénutrition, notre sujet phare aujourd'hui, majoration de risque de chute et altération des fonctions orales, et bien entendu de la perte d'autonomie et de la qualité de vie, puisque on peut considérer que l'édentement est bien un handicap fonctionnel et social. Là, je vous montre un petit exercice qu'on avait fait faire en troisième cycle à nos étudiants du diplôme universitaire d'odontologie clinique et vieillissement en 2005 avec Guillaume Savard et Cathy Nabé. Et là, on a un petit peu mal à la tête de voir combien l'état buccal, l'hygiène buccale intervient sur l'alimentation et combien ce mauvais état buccal va avoir des répercussions sur le choix de l'alimentation, sur le plaisir de manger. Je fais un spot là pour notre ministre, sur la perception de difficultés, sur la mastication, la déglutition, qui engendre des carences vitaminiques, mais surtout ce que je voudrais noter, c'est qu'ici, ces modifications sont à la fois lentes et non perçues. On parlait de maladies silencieuses, vous voyez qu'on part de la cavité buccale, carrefour de la vie, et on a des modifications qui sont à la fois lentes et silencieuses. L'état bucco-dentaire que j'ai pu constater, je me préoccupe depuis 25 ans de l'état de santé des personnes vulnérables, depuis les personnes âgées, handicap, EHPAD, MAS, femmes. Eh bien, toutes les études épidémiologiques des dernières années, et je vous cite ici l'étude de Madame Javon-Bayon, montrent un état bucco-dentaire qui est gravement altéré avec des répercussions sur l'état général. Une hygiène bucco-dentaire qui est souvent très défectueuse, très insuffisante, et des besoins en soins et en prothèses dentaires qui augmentent avec l'âge et qui ne sont pas traités. Je reviens aux propos de Madame la Ministre et je me dis, comment pourrait-on avoir du plaisir de manger avec cet état-là? Mais on note une résignation face à cette problématique. Voilà un petit peu, et j'ai essayé d'être à minima dans ces photographies, comment on pourrait imaginer manger avec un certain plaisir, avec une hygiène comme en bas à droite, ou avec des dents comme pour tous les autres cas. Voilà, je passe vite sur ces photographies. Et j'arrive à cet état des lieux qui est important et qui est préoccupant. En effet,
Du côté sujet âgé et du sujet vulnérable, en général, on note une résignation et un certain renoncement aux soins que j'ai essayé de qualifier en rapport avec l'âge, certes, l'état cognitif ou la dépendance, mais aussi avec des filières de soins qui sont encore tristement sur notre territoire peu adaptées, et avec des difficultés économiques qui sont en rapport avec des taux de remboursement de prothèses et de certains soins, notamment parodontologie et fluoration, qui sont très peu remboursés. Enfin, l'absence de besoins ressentis par les personnes âgées, ils se cachent de leurs problèmes car, quelque part, ils pensent qu'il n'y a pas de solution à leurs problèmes, ce qui est triste. Cette résignation se retrouve aussi avec des freins dans les établissements et au domicile que j'essaie de vous donner avec quelques items. À chaque fois revient le manque de temps, la peur de l'agressivité des résidents, le dégoût, le tabou, la maltraitance ou la bientraitance par rapport aux soignants, par rapport aux aidants, par rapport à la famille. On nous parle de turnover important, de manque de personnel, domicile EHPAD. Pas d'examen bucco-dentaire, ça je le note très important parce que ça fait partie de nos préconisations au niveau du collectif bucco-dentaire à l'entrée en établissement. La quasi-absence de protocole d'hygiène et de soins dans les établissements ou au domicile. Peu de motivation et d'implication des équipes de direction. Et enfin, et surtout, un manque de formation de toutes les catégories de soignants, c'est-à-dire AMP, IDE, médecins, aidants, famille. Il en résulte aussi une résignation. Alors, on a résignation contre résignation, mais on ne va pas rester là, on va essayer de trouver des solutions avec les 10 commandements de la santé et du confort oral de tous les types de populations vulnérables. Je fais un clin d'œil ici à Guillaume Savard, avec qui j'ai travaillé sur ces sujets. Respecter tout d'abord les principes de bientraitance et d'éthique. 2. Considérer l'hygiène bucco-dentaire comme un prérequis à la nutrition et aux justes soins, que je vais détailler tout à l'heure. Faire beaucoup avec peu. Effectivement, quelquefois, au domicile, il faut faire beaucoup avec peu et en établissement aussi. Faire un état des lieux, des moyens disponibles, des moyens d'hygiène et d'autres. Motiver le patient à l'hygiène bucco-dentaire, l'aider, le soutenir et pallier le patient dans son hygiène bucco-dentaire en gardant toujours en tête qu'il doit garder son autonomie par rapport à cette thématique. Transmettre comme sentinelle toute difficulté à l'équipe, et à l'équipe et au domicile aussi. L'équipe qui veille au domicile. Introduire l'état bucco-dentaire et l'hygiène dès le bilan d'entrée, j'insiste là-dessus. Évaluer les pratiques quotidiennes, ajuster, améliorer. Et enfin, impliquer les familles et inciter à une consultation biannuelle. Je vous ai parlé du principe du juste soin et j'ai essayé de mettre un éclairage sur ce juste soin que je vais mettre au centre d'objectifs, de thérapeutique et de pronostic avec 4 principes. Le principe du moins pire. On n'est pas là pour changer toutes les prothèses, on n'est pas là pour faire des miracles, on est là pour redonner de la stabilité et du plaisir au cours d'un repas. Et donc, il faut avoir des arbres décisionnels qui se rivent là-dessus. Le principe de l'efficience de beaucoup avec peu, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est important de ne pas engendrer de la gêne ou des difficultés par les trajets de soins pour une personne qui est vulnérable. Le principe de la réintervention, toujours penser à plus tard. Qu'est-ce qui arrivera plus tard quand on doit réparer? Et enfin, le principe du bénéfice-risque. Je pense que le juste soin est au milieu de tous ces thèmes et pourrait être développé très largement. Enfin, je vais vous faire les 3 points les plus importants pour résoudre ces problèmes. C'est d'abord la formation des soignants. C'est ensuite la sensibilisation des aidants et de la famille. Et c'est enfin le thème de l'interprofessionnalité. Pour nous, tous ces 3 thèmes sont la clé de voûte de l'amélioration de la santé bucco-dentaire en établissement, au domicile et de la prévention de la dénutrition. Et pour en faire la preuve, nous avons une action que nous avons menée avec Régie 95 sur 80 EHPAD d'un Val d'Oise qui est un département merveilleux. Et cette démarche a été bien vieillir, bien manger, bien sourire. Nous avons été primés, entre guillemets, par l'ARS Île-de-France qui a suivi toute l'action. Et au départ, c'est Réunica et AG2R La Mondiale. Et nous avons eu également
cette récompense de santé publique qui nous a permis de montrer, et je pense que dans tous les départements de France, on peut faire la même chose, qu'une action qui est menée pour les personnes vulnérables peut être soutenue par nos pouvoirs publics, puisque ça fait 11 ans qu'on mène cette action. Enfin, toujours dans la positivité, prospective face à ce défi de santé publique, je disais tout à l'heure, formation des soignants d'abord, avec des référents formateurs en confort et santé orale dans les établissements, formation des médecins qui le demandent souvent, formation de mes collègues chirurgiens-dentistes à la prise en charge des personnes vulnérables, qui quelquefois est adaptée au niveau du second cycle, mais aussi du troisième cycle, retrouver des filières de soins adaptées et des réseaux adaptés, et enfin, des unités mobiles et de téléexpertise pour permettre que lorsqu'on est immobilisé au domicile ou dans un lit d'hôpital, on puisse venir malgré tout porter secours ou donner des soins. Enfin, voilà les propositions du collectif. Il y en a 3. Un bilan de santé orale doit être mis en place dès l'âge de la retraite et il doit être réitéré à l'entrée dans les établissements. Ce bilan, si possible, ainsi que des soins à minima indispensables, se doivent d'être, bien entendu, gratuits et remboursés, si possible, dans le cadre d'un référentiel de juste soins. Le deuxième point, c'est que les aidants familiaux et professionnels des personnes âgées, handicapées ou vulnérables doivent faire l'objet de campagnes d'information quant à l'importance de l'hygiène bucco-dentaire. Et notre troisième credo, c'est qu'en EHPAD, MAS, FAM, il faut mettre en place des formations qui permettent l'application de protocoles d'évaluation pour valoriser une hygiène conforme aux recommandations et aux bonnes pratiques. J'en finirai à titre de conclusion, et plutôt en guise de conclusion, par un petit travail que nous avons fait dans le cadre de Mobical et Dénutrition Nutrition. Et je voulais faire un clin d'œil à Geneviève Ruot de la SFGG, qui de là où elle est pourra comprendre pourquoi je passe ce film de Mobical. Et je vous dis merci. Et je suis très, très, très sûr qu'avec l'ensemble de ces éléments, on pourra avancer. Un bon état bucco-dentaire est un préalable sans douleur, sans problème d'hygiène, à une bonne nutrition. On va avoir des problèmes d'acuité à l'entretien de la cavité buccale au quotidien. On a également des problèmes d'habitude, de soins et d'hygiène qui n'ont pas été forcément respectés il y a quelques années. Et la difficulté va être de rompre avec énormément de tabous pour pouvoir rentrer, supprimer les freins qui permettent d'aller à la cavité buccale et à son hygiène. En fonction de la disponibilité, bien sûr, des aidants, on va recommander exactement pour supprimer les débris alimentaires et les impuretés, ainsi que nettoyer les dents après avoir retiré les prothèses. Ça, c'est idéal. Maintenant, on ne va pas se mettre dans la position idéale parce que la vieillesse s'accompagne d'un certain nombre de choses, en particulier de la dépendance des autres dans les actes de la vie courante. Et on va essayer plutôt de tous les aidants et de tous les gens qui vont intervenir de la qualité buccale de la personne âgée, et en particulier d'associer également la démarche, car c'est un relais sur lequel on peut s'appuyer. Le rôle de l'aidant est fondamental pour cette partie de l'hygiène qui est intime du patient. Et on peut dire qu'avec ce petit geste, il accomplit des prouesses car il évite la dénutrition, il évite la problématique des infections à distance et il permet la relation sociale à l'autre qui est capitale. Car quand on va embrasser en général son père ou sa mère, quel plaisir de le voir sourire. Et ce sourire, c'est le message d'une bonne santé, d'un confort et de bientraitance. Merci Joseph. Joseph John. Alors, il nous reste peu de temps. On va voir quelques-unes des questions qui nous ont été adressées. Tu as évoqué, Joseph John, dans la fin de ton intervention, les propositions que le collectif, parce que non seulement on est là pour populariser, donner à voir la question de la lutte contre la dénutrition, mais ça n'a de sens que si derrière, on formule des propositions pour faire bouger les choses, d'abord bien les nommer, pour faire changer les choses. Et tu as eu raison de rappeler que le collectif milite dans ses propositions, notamment pour un dépistage
bucco-dentaire gratuit au moment du départ à la retraite, parce qu'il est encore temps de prévenir les choses, et au moment de l'entrée dans les établissements. On va y revenir dans un instant. J'en profite pour dire que sur les sujets de prévention, nous insistons en effet sur le fait que les pratiques, la culture doit changer. Par exemple, sur le plaisir de l'alimentation et la qualité des repas. On est très dans l'esprit de l'avis du Conseil national de l'alimentation de juillet 2017 sur l'alimentation à l'hôpital, qui propose d'offrir le choix, de poser la question des lieux où on peut prendre ses repas, d'aménager en termes d'organisation. Mais ça pose aussi la question des denrées, de l'achat des denrées. On sait que c'est autour de 4 euros pour une journée complète à l'hôpital, presque 5 euros dans les EHPAD. Ces chiffres ne sont pas en soi dramatiques, mais on se dit que si on augmentait les budgets d'achat de denrées et à l'hôpital et dans les EHPAD, ce serait probablement utile pour lutter contre la dénutrition et pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Je pense notamment à l'opération Maison Gourmande des responsables qui plaident là-dessus. Quand on parle d'activité physique, on a une proposition en termes de prévention très forte qui est de dire c'est très bien les activités physiques adaptées. La loi de 2016 permet aujourd'hui aux médecins de prescrire pour les patients en affection de longue durée du sport sur ordonnance, mais il nous manque la prochaine étape qui est celle du remboursement et de la solvabilisation de cette pratique du sport sur ordonnance qui est pourtant essentielle. On a parlé bien évidemment de la culture de l'alimentation dans les milieux sanitaires, médicaux et médico-sociaux. Et donc, il y a aussi une revendication assez ancienne d'augmenter le nombre de médecins nutritionnistes et de diététiciens, que ce soit à l'hôpital ou dans les EHPAD, de doter les clans, les comités locaux de l'alimentation et de nutrition de prérogatives renforcées. Bref, de renforcer cette culture de l'alimentation et de la nutrition partout. Et puis, je peux y ajouter la mobilisation des collectivités locales. Nous avons besoin d'elles, notamment sur les sujets d'adaptation des enjeux au vieillissement de la population et de lutte contre l'isolement. Voilà quelques-unes des pistes sur lesquelles je souhaitais qu'on réinsiste pour terminer. Alors, une question qui s'adresse probablement à Joseph John. On a parlé des EHPAD. Est-ce que la pratique dentaire arrive à pénétrer dans les EHPAD? Comment est-ce qu'on fait pour assurer un suivi bucco-dentaire de qualité des interventions dans les établissements? Alors effectivement, on a des réseaux de soins pour l'accès dans les EHPAD, mais il reste un problème à résoudre qui est le problème de contrats qui permettent à des chirurgiens dentistes de ville de proximité sans aucun risque d'accéder en fait à l'EHPAD et aux soins. Et aujourd'hui, il y a effectivement par devers le ministère un contrat qui a été établi par le Conseil national de l'ordre et qui attend juste une ratification. Ça fait partie des mobilisations. J'en profite pour dire que dans la semaine de la dénutrition, Joseph John, tu l'avais évoqué le jour du lancement devant la ministre, il y a des actions qui sont conduites et je pense notamment à celle de l'équipe régionale vieillissement, maintien de l'autonomie autour de Tours, avec un téléstaff qui, je crois, a lieu demain sur les enjeux de la dénutrition et surtout du dépistage bucco-dentaire dans les EHPAD, où donc là, j'ai près de 320 EHPAD de la région qui vont travailler ensemble sur ces questions de dépistage bucco-dentaire. Mais c'est vrai que ça fait partie des marges de progression, en effet, que de faciliter les interventions dans les EHPAD pour les professionnels du soin dentaire. Est-ce que, Eric, en mot de conclusion, parce qu'il faut respecter le timing, on a démarré il y a tout juste 1 heure, donc… Eh bien, écoutez, moi, je vous remercie. Je ne sais pas combien il y avait de personnes parce que je n'ai pas d'idée. J'espère que vous étiez nombreux, que vous avez compris un petit peu le sens de notre action, les messages qu'on voulait porter et surtout le fait que rien ne se fera sans finalement une prise de conscience collective et qu'on a besoin de tout le monde, on a besoin des choses organisées, hein, comme les collectivités locales, mais on a besoin aussi des bonnes volontés individuelles. Et donc, le collectif est ouvert à tous et vous pouvez venir nous rejoindre, nous donner vos idées. On n'a pas le monopole des bonnes idées et donc on n'attend que les vôtres et votre énergie pour venir nous rejoindre et faire émerger
cette meilleure prise en charge d'une pathologie fréquente, grave, mais encore une fois, la bonne nouvelle, qui peut être guérie, qui peut être prévenue. Et c'est tout le sens de notre action. S'il y avait un constat qu'on ne pouvait rien y faire, on ne se serait pas mobilisé pour ça. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis et on attend votre aide. Merci Eric. Alors, non seulement ceux qui nous ont suivis en direct, mais bien évidemment ceux qui vont pouvoir découvrir ou redécouvrir très prochainement ce film qui sera donc sur le site luttecontreladénutrition.fr, ce film, ce webinaire. Merci à Joseph John, merci à Eric. Je veux remercier également donc, Isabelle Piot pour Idealco qui nous accueille, et ainsi que Charlotte Malaval et Ludmila Charlier qui nous ont aidés à préparer, qui ont préparé ce webinaire. Demain, nous nous retrouvons à 11h cette fois-ci pour un webinaire consacré à un sujet qu'on a abordé de manière transversale, la question de la dénutrition pour les malades concernés par le cancer, avec le professeur Xavier Ébuterne et avec du CHU de Nice, gastro-entérologue, et avec Magali Ponce, qui est diététicienne à l'Institut Gustave Roussy. C'est à 11h et comme d'habitude, vous pouvez vous connecter via le site internet luttecontreladénutrition.fr. Merci à toutes et à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.